Les arrivées se font au compte-gouttes, timides, des saluts de loin. Les tirettes des sacs s'ouvrent et se ferment. Tu vérifies tes affaires, tu te rassures, tu tentes de te rattacher à quelque chose de connu. L'odeur du thé épicé se mêle à celle du chocolat. Tu murmures du bout des lèvres. Les silences sont parfois gênants, entrecoupés d'hésitants. Tu viens d'où ? À ce moment-là, tu doutes encore des raisons qui t'ont amené ici. Tu ne sais pas si tu as bien fait, si c'est juste. Ton cœur bat un peu trop vite. Tu es dans la salle d'embarquement. Tu sais que tu vas partir pour un voyage avec des femmes que tu ne connais pas. Passé les détails pratiques, tu es invité à entrer dans le cercle, chacune à son tour. À ton rythme, tu prends une grande inspiration avant le départ, puis tu te lances. La musique est aussi douce que celle des chœurs. Tu trouves ta place. Tu y es. C'est trop tard pour reculer. Soudain, c'est une sensation de déjà-vu. Ce voyage, en réalité, nous l'avons déjà entrepris, il y a des millions d'années. Nous formons un cercle. Une bougie est placée au centre. Et la pierre de parole arrive pour accueillir les murmures de Chloé. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ici Chloé, je vais vous raconter mon histoire et comment je l'ai vécue et ressentie. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu l'impression que j'étais une rebelle, une sauvageonne qu'on essayait de mater, dans le sens dressé, me remettre dans une case. J'ai eu des moments de jeu et d'insouciance avec mes frères en forêt, et seule dans les champs pendant des heures à contempler les fleurs, les formes des nuages dans le ciel. Dans cette connexion à la nature, je trouvais l'amour, la sérénité, le calme que je n'avais pas à la maison. À la maison, c'était les cris, les coups, les fessées, et puis les moments plus délicats à table où mon père demandait à mes frères de me tenir les jambes et les bras pour qu'ils puissent m'introduire des aliments dans la bouche. Ma mère, elle, riait, prenait des photos pour me montrer à quel point j'étais moche et méchante. Le plus souvent, je vomissais, ensuite la fessée sur les genoux de mon père, et puis les longues punitions seules dans ma chambre, le ventre vide où je contemplais la nature par ma fenêtre. Et grâce à ça, je m'évadais de mon corps et de cette maison. Mon âme savait et je me rappelle que je me disais « ce que je vis là m'aidera plus tard ou aidera d'autres personnes ». J'étais déjà très spirituelle finalement. Je ne me souviens pas de combien de temps cela a duré, mais ça m'a semblé être une éternité. J'avais peur d'être chez moi, peur des cris de ma mère, des coups de mon père, des coups et des insultes de mes frères, en totale insécurité à la maison. À l'école aussi, avec les différentes humiliations et les coups encore. Souvent, je faisais pipi dans ma culotte entre l'école et la maison, tellement l'émotion de la peur était présente. Je ne trouvais ma place nulle part. J'aurais tellement préféré apprendre dans la nature, avec les anciens et leur savoir, que d'être sur une chaise d'école à ne pas bouger pendant des heures. Une découverte de la sexualité plutôt glauque, avec mes frères, un cousin et des copains à mes frères, où ils avaient envie de faire un concours de celui qui fait le plus de pompes sur moi, tout nu. Et moi aussi je devais être toute nue. Mon cousin qui m'embrasse avec la langue. Je devais avoir entre 4 et 6 ans. Je faisais tout ce qu'on me demandait pour que mes parents, mon entourage, soient contents de moi, m'acceptent et m'aiment. Je n'avais pas de conscience de moi. Je voguais dans cette vie, la peur au ventre, en fonction des humeurs des autres, de leurs envies et besoins. Quand c'était trop, ma cocotte minute explosait et je passais aux yeux des autres pour une folle hystérique.
J'ai pris en conscience seulement à mes 33 ans que lorsqu'il y a introduction de quelque sorte que ce soit, dans un des 3 orifices féminins, c'est un viol. Je savais que ce n'était pas normal ce que j'avais vécu, mais je ne lui attribuais pas ce mot. Plus tard, j'étais une adolescente en errance, une première agression sexuelle par un camarade à la fin du collège, où il m'a embrassée de force et m'a touchée. Une seconde avec une relation sexuelle où je n'ai pas pu dire non. Je n'ai pas su dire si j'étais d'accord ou non. Il m'a juste doigté, mais cette sensation dans mon corps était à gerber. J'avais 12 ans. À la maison, on m'appelait Cosette. J'étais donc une femme en devenir et je devais apprendre à tenir une maison. J'étais tellement en colère contre cette condition féminine, contre ce patriarcat. J'ai donc commencé à me renseigner sur le féminisme, sur l'écoféminisme. Cette colère s'est transformée en rébellion contre les hommes. À table, on ne me forçait plus, mais ma parole n'était ni considérée ni écoutée. Toi, tu fermes ta gueule, ce que tu as à dire, ce n'est pas intéressant et on s'en fout. Je me souviens des nombreuses fois où j'avais des copines à la maison, mais que je devais, sur ordre de ma mère, faire le ménage partout pendant qu'elle s'amusait avec mes copines. Toutes ces fois où elle passait des heures au téléphone à raconter mes bêtises, mais en rajoutait des caisses puisqu'elle adorait se faire plaindre. J'avais tellement peur de ce que les autres pensaient de moi, je me sentais jugée, montrée du doigt, je me refermais sur moi. Pour le lycée, j'avais choisi la restauration, puisque c'était le seul métier que je connaissais grâce à la fête patronale qu'on organisait tous les ans depuis toute petite, et où je faisais le service. J'aimais bien cette ambiance de fête. En dehors de ces fêtes où je mettais le masque de la Chloé souriante, polie et serviable, j'étais perdue. J'avais du mal à me faire des amis au lycée. J'étais souvent seule. Je me rappelle que j'étais des heures à la bibliothèque à me chercher, faire des recherches sur mon signe astrologique, à chercher pourquoi je me sens comme ça. Pas aimable, sale, crade, détestable. Je me suis beaucoup intéressée à la psychologie, l'éducation des enfants, le féminisme, les sorcières. Paradoxalement, j'étais très précoce sexuellement. J'ai trouvé de l'amour, de l'attention, de l'affection, de la douceur. Ma première fois était la veille de mes 14 ans, j'avais donc encore 13 ans. J'étais pétrifiée et je n'avais pas vraiment apprécié ce moment. Les week-ends, quand on sortait avec les copains, je me sentais comme être le caméraman de ma propre vie. Je me sentais comme spectatrice et non actrice. Je buvais beaucoup et je faisais en sorte de mieux tenir l'alcool que mon chéri ou que les autres mecs, pour garder une forme de contrôle certainement. À mes 21 ans, je suis partie à Paris avec mon chéri de l'époque. J'avais trouvé, grâce à mon BAFA tout juste en poche, un poste d'animatrice en maternelle dans l'association Clavim. J'y ai bossé pendant 1 an et demi. La violence, elle, avait repris avec Victor. À la fin de notre relation, il m'avait balancé à plusieurs reprises son coupe-ongle à la tête dans notre 19 mètres carrés. Je suis alors partie dans un foyer de jeunes travailleuses dans le 15e arrondissement de Paris. J'ai eu ensuite un appel de la nature, un besoin de me retrouver dans les grands espaces verts de Moselle. J'ai tout fait à Paris, malgré les super moments au foyer, avec les ateliers collectifs, les repas et le logement partagé avec les nanas du 15e. Et puis l'envie furieuse d'être mère aussi. J'avais l'intime conviction qu'en donnant de l'amour à un petit être, j'allais être guérie moi aussi, que j'allais pouvoir lui offrir ce petit cocon d'amour que je n'avais pas eu et me l'offrir à moi en même temps. Je rentre donc en Moselle, je me trouve un boulot d'auxiliaire de vie scolaire dans un collège pour aider les jeunes en difficulté scolaire et sociale à s'intégrer plus facilement avec les autres. En parallèle, je suis en couple avec Jérôme, ça se passe bien avec lui, il est sérieux. Je décide donc d'avoir un enfant avec lui, mon désir d'enfant étant plus fort de mon côté que du sien. Pour mon accouchement, j'avais fait une lettre de naissance où j'ai pu exprimer mes attentes, mes besoins et les non négociables. Le jour de mon accouchement était magique. Les sages-femmes m'ont permis de retirer moi-même ma fille Léonie de mon utérus et d'être la première à la toucher, la rencontrer. 1 an après la naissance de Léonie, j'avais décidé de me professionnaliser dans l'animation. J'ai donc repris mes études, un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports.
Je ramenais dans notre foyer de nouvelles connaissances et pédagogies pour l'éducation de notre fille. Et puis les absences de Jérôme, ses nombreuses excuses pour être avec ses copains, notre vision de l'éducation qui n'était plus du tout raccord. Il s'est senti menacé par mes nouvelles connaissances, ses réactions impulsives, le ton qui commençait à monter, et puis cette main qui s'est levée sur moi. C'était le geste de trop. Je suis partie en urgence et me suis réfugiée chez mes parents. Ma fille avait 1 an et demi. Pendant mes études, j'ai entrepris des démarches chez les avocats pour avoir la garde de ma fille. Il voulait se rendre en Bourgogne avec sa nouvelle chérie et prendre Léonie 1 semaine sur 2 avec 400 km entre nous. Non, il n'en est pas question. J'ai ensuite fait le maximum pour lui offrir le meilleur. Je me suis battue pour elle, comme une louve. J'ai fait en sorte qu'on s'entende de manière cordiale avec son père afin que Léonie ne subisse jamais cette ambiance de cris, de colère et d'insultes. Mon rapport avec mon corps, à ma féminité, a été très ambivalent et paradoxal. Les restrictions alimentaires, la malbouffe, mes opérations du cœur, ma prise de poids. Mon corps, je l'ai méprisé, je l'ai violenté. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas pris soin. J'utilisais mon corps pour obtenir de l'amour des hommes, pour obtenir ma fille, source d'amour inconditionnel. Après mon accouchement, je n'ai plus du tout aimé mon corps. D'ailleurs, 10 ans après, je n'ai toujours pas perdu mon bidon en trop. Cette peau qui pend et qui a abrité ma petite chérie. Beaucoup de mes moments décisifs et de mes choix de vie ont été faits pour fuir la violence. Mais à mes 22 ans, j'ai entrepris un chemin de guérison avec un parcours chez une psychologue et différentes thérapeutes que j'ai rencontrées. En 2019, j'ai vécu un de mes plus gros shifts. J'étais donc dans mon dernier emploi salarié, à kiffer vraiment ce que je faisais. J'étais animatrice coordinatrice dans un foyer culturel. Une de mes missions était de construire des collectifs d'habitants pour leur permettre d'être acteurs de leur ville. J'avais construit en co-création avec les habitants un collectif nature. Ils étaient inquiets des coupes à blanc dans leur forêt. J'ai donc réuni tous les acteurs locaux pour que la ville et l'ONF rendent des comptes aux habitants et qu'un dialogue s'installe. Je me sentais tellement investie de ma mission et j'ai tellement fait les choses jusqu'au bout que monsieur le maire a dit à mon employeur « Elle est bien gentille la Chloé, mais si elle veut continuer à avoir son salaire, il faut qu'elle ferme sa bouche. » Ensuite, mon employeur me disait quoi dire, quoi faire, où me réunir, etc. Je n'avais plus aucune autonomie sur ce projet et ma parole était à nouveau muselée. Je me suis rendu compte à quel point, même dans les petits villages, la manipulation et les magouilles de pouvoir étaient présents. C'en était trop. C'était mon déclic entrepreneurial. En parallèle, la même année, je m'étais inscrite à une initiation sur le cycle menstruel. J'en ai appris davantage sur moi, j'emmagasinais davantage de pouvoir intérieur, et cela a fait peur à mon compagnon de l'époque qui, petit à petit, s'est montré agressif, manipulateur et dangereux. Comme si, dès que je touche à ma puissance, à mon pouvoir intérieur, les autres se sentent obligés de me mettre dans la case de la souffrance, de la limitation. J'ai donc tout envoyé bouler la même année, mon CDI, mon mec et mon appart mal isolé. S'en est suivi de nombreuses années de désencombrement interne et externe. Les amis, la famille, mon bordel dans mon appart et le bordel dans ma tête. Un vrai chemin de reconnexion à moi, à ma puissance assumée. Au fil des années, je me rends compte à quel point ce système, cette politique, l'éducation, mais aussi la religion, ont fait en sorte de bloquer notre connexion à notre essence, à la vie, à notre puissance personnelle. Alors pour mes prochains murmures, j'aimerais pouvoir vous parler de comment je suis passée de l'abandon de moi à l'abondance. Merci pour votre écoute. Vous trouverez en description de ce podcast le lien vers le site de Chamalloon & Co avec les formations, les stages, les conférences et tout un tas de ressources autour du féminin. Et dans la boutique du site, vous trouverez nos cartes et oracles.
les messages de l'âme et l'oracle aquarelle avec les peintures d'Emeline de Gasteker, le cycle de la grossesse de Servane Dassé pour vous accompagner dans cette aventure transformatrice qu'est la grossesse, mais également le corps des femmes, un hommage au corps des femmes, quelle que soit sa forme, sa couleur, ses perfections et imperfections, ses combats et ses victoires, le corps des femmes est unique et magnifique. Vous trouverez également le premier oracle audio avec de l'auto-hypnose, si le féminin pouvait parler. Et puis un très beau jeu de cartes ressources, Maman, je compte sur toi, une co-création d'Emeline de Gasteker et de sa fille Aurielle. Ces cartes sont là pour accompagner et sublimer nos enfants, pas si atypiques que ça. Alors pour vous ou pour offrir, vous trouverez sûrement votre bonheur. Chamel Lune & Co, vers une féminité libérée et authentique. Et à bientôt pour la suite des murmures.